Cette vidéo ne ressemblera pas aux autres. Depuis 6 ans, je partage mes recherches, mes analyses, mes réflexions. Depuis 6 ans, je publie sur YouTube, j'échange sur les réseaux sociaux, je mets en avant des sujets qui dérangent. Et pourtant, on me reproche parfois de ne pas donner mon avis. En réalité, c'est volontaire. Mes vidéos sont faites pour éveiller, pour questionner, pour inviter à la réflexion, pas pour imposer ma vision des choses. Mais à force d'entendre ce reproche, il me paraît nécessaire de clarifier ma position, car ce qui me semblait évident, visiblement ne l'est pas pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais être direct, je vais dire clairement ce que je crois, ce que je ne crois pas, et pourquoi je continue, malgré les critiques, à explorer ces sujets. Bref, aujourd'hui, je balance tout. Je crois qu'il existait des civilisations qui ont précédé la nôtre, parce que ni la géologie ni l'archéologie ne racontent une trajectoire lisse. À la fin de la dernière glaciation, le niveau marin est remonté d'environ 120 mètres, entre 20 000 et 7 000 ans avant notre ère, engloutissant d'immenses plaines littorales où vivaient des sociétés entières avec des phases de remontée très rapides au début de l'Holocène. Cette dynamique n'est pas théorique, elle est documentée par des reconstructions paléoclimatiques et des travaux de référence qui situent l'achèvement principal de la transgression autour de 8000 ans avant aujourd'hui, avec l'épisode brutal du Dryas récent juste avant, marqué par un refroidissement puis un redressement thermique très abrupt. Ces paramètres suffisent à eux seuls à expliquer la disparition de cultures côtières mal conservées dans les archives terrestres actuelles. Je crois qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main les textes qui gardent la mémoire de ces mondes noyés. Platon n'invente pas ex nihilo l'idée d'un continent englouti. Dans le Timée et le Critias, il situe l'Atlantide devant les colonnes d'Héraclès, au-delà du détroit de Gibraltar, et rapporte sa disparition en un jour et une nuit, en plaçant les événements 9000 ans avant Solon, donc très en amont des chronologies classiques. On peut discuter l'intention philosophique, mais le motif du cataclysme et du pays perdu est clair et cohérent avec un souvenir d'effondrement littoral. Je crois aussi que d'autres corpus portent ce souvenir. La liste royale sumérienne distingue explicitement des règnes avant le déluge, puis après le déluge, signe qu'une césure catastrophique fait partie de la mémoire plus ancienne. Les traditions indiennes parlent-elles de terres saisies par la mer au sud du Tamil Nadu, connu sous le nom de Kumari Kandam dans la littérature tardive et chez des auteurs modernistes qui relient ces récits à l'idée d'un continent perdu. On peut contester l'arrière-plan géologique, mais le thème culturel de submersion successive y est constant. Quant à Mu et à la Lémurie, leur formulation moderne date du 19e siècle, mais elle recycle des strates plus anciennes de récits de terres disparues. Enfin, la diffusion presque universelle des mythes du déluge, on en dénombre des centaines à travers le monde, dans des cultures séparées par le temps et l'espace, indique une trame commune de catastrophes hydrauliques mémorisées par les peuples. Je crois que des indices matériels renforcent cette hypothèse d'histoire discontinue. L'Europe du Nord a perdu au début de l'Holocène un véritable pays, aujourd'hui sous la mer du Nord, le Doggerland, que la modélisation et la sismique haute résolution restituent comme un paysage habité et progressivement noyé. C'est un exemple direct de la disparition d'un monde culturel littoral entier. Dans la Méditerranée, des cités comme Tonis Héraclion, port majeur de l'embouchure du Nil, ont été retrouvées intactes sous la baie d'Aboukir après des séismes, des affaissements et la montée des eaux. En Inde, les fouilles sous-marines de Dwarka ont livré des structures portuaires datées de l'âge du bronze, des artefacts cohérents avec les traditions locales d'une ville submergée, mentionnée dans le Mahabharata comme étant la ville mythique de Shiva. Comment ne pas penser également à Yonaguni, au site de Nan Madol qui est partiellement submergé, ou encore aux centaines de menhirs de Karnak qui gisent sous l'eau. Tout cela rappelle que des sociétés avancées pour leur temps, situées sur des marges côtières, peuvent disparaître presque totalement des archives visibles. Enfin, la monumentalité préagraire de Göbekli Tepe démontre que des formes d'organisation et de savoir-faire très élaborées existaient dès l'orée de l'Holocène, ce qui affaiblit l'idée d'une évolution strictement linéaire du simple vers le complexe. Je ne crois pas à une histoire continue, homogène, où la complexité ne ferait que croître sans rupture. Je crois à des phases d'essor, à des effondrements rapides, à des mémoires traumatiques conservées par les mythes et parfois confirmées par la géologie et l'archéologie submergées. C'est cette convergence entre paléoclimat, textes anciens et découvertes littorales qui rend raisonnable l'idée de civilisation antérieure à la nôtre, dont une part essentielle a pu être effacée par l'eau et le temps. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN, le VPN aux 38 millions d'utilisateurs, présentant une note presque parfaite sur Trustpilot, dont 20 000 avis qui le jugent excellent.
Dans un monde où chaque clic, chaque recherche et chaque site visité peut être analysé, croisé, revendu, protéger sa vie numérique n'est plus un luxe. CyberGhost VPN agit concrètement pour reprendre le contrôle de ces données. Il masque votre adresse IP, empêchant toute identification de votre emplacement ou de votre appareil. CyberGhost lui-même ne conserve aucune donnée sur votre activité. Il chiffre 100% de votre trafic et le redirige à travers ses serveurs sécurisés répartis dans plus de 100 pays. Cela signifie donc également un accès aux bibliothèques du monde entier de plus de 40 services de streaming ou encore à des offres locales réservées à d'autres régions du monde. Pour cela, il suffit de changer virtuellement de pays pour accéder au contenu restreint du monde entier. L'application est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, avec jusqu'à 7 appareils protégés simultanément. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits et une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Je crois que l'histoire de l'humanité se déploie en cycles, avec des phases d'essor et des phases de déclin qui s'achèvent par une remise à zéro. Les traditions les plus diverses convergent sur ce point et c'est cette convergence qui m'intéresse. Dans l'Inde ancienne, les Puranas décrivent 4 yugas successifs, de l'âge d'or au Kali Yuga, chaque âge voyant décroître le niveau de moralité. Nous serions maintenant dans la fin du Kali Yuga, une période sombre de décadence qui précède un retour à un âge lumineux. Dans la Mésoamérique précolombienne, les Aztèques et d'autres peuples pensaient vivre sous un 5e soleil ou 5e âge, les précédents ayant été détruits par des crises d'ampleur cosmique. Chez les Hopis, plusieurs mondes se sont succédés, chacun se terminant lorsque l'humanité s'écarte de l'ordre voulu. Ces systèmes ne se copient pas, ils expriment une idée structurelle identique. Les différentes humanités s'épanouissent avant d'être détruites pour laisser place à la nouvelle. Je crois que ces cycles sont liés à des périodicités naturelles qui excèdent l'échelle d'une vie ou d'un empire, la précession des équinoxes qui fait glisser lentement le repère des constellations au fil des millénaires a servi de trame à des ères zodiacales dont la littérature ésotérique a fait un langage de transition. La bascule perçue entre Poisson et Verseau, qu'on la prenne au sens strict ou comme image opérante, raconte que les civilisations se règlent aussi sur des horloges qui ne sont pas seulement politiques ou économiques. Platon, lorsqu'il évoque des destructions récurrentes entre deux grandes périodes, donne à voir un monde rythmé par des synchronisations ciel-terre. Et c'est précisément ce type de rythme qui légitime l'hypothèse de cycle d'humanité. Je ne crois pas que ces récits n'expriment qu'une morale ou une fable. Ils codent une pragmatique du risque. Quand les textes annoncent qu'un âge s'achève par le feu, par l'eau, par le vent ou par le renversement, ils énoncent des modes de crise récurrents qu'on peut traduire aujourd'hui par des stress telluriques, climatiques ou cosmiques. Les modèles modernes discutent d'impulsions climatiques rapides, d'activations volcaniques corrélées à des changements de charges océaniques, de fenêtres d'impact plus fréquents. Les anciens ont conservé l'essentiel, les mondes meurent de causes semblables et revivent sur des traces semblables. Je crois que nous sommes à la fin d'un cycle parce que les symptômes culturels correspondent au diagnostic des traditions. Confusion générale, inversion des valeurs, hypertrophie de l'ego au détriment de l'attention et de la mesure. Je ne crois pas que l'homme soit uniquement victime des cycles, je crois qu'il y collabore par sa conduite. Les traditions disent que l'issue dépend du niveau de conscience atteint au moment de la bascule. Je crois que les monuments que l'archéologie peine à expliquer sont les héritages fragmentaires de ces civilisations antédiluviennes, disparues et hautement sophistiquées, et que certaines architectures ne sont pas des débuts maladroits, mais des sommets tardivement redécouverts, parfois réemployés, parfois restaurés, mais toujours mal datés, car leur âge réel remettrait en question la vision linéaire de l'histoire qui doit absolument être enseignée. Je crois évidemment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Aujourd'hui, nous savons que presque chaque étoile possède ses planètes, que des milliards d'entre elles se trouvent dans des zones habitables et que les briques élémentaires du vivant se trouvent partout dans le cosmos. Dès lors, penser que la Terre serait l'unique exception n'est pas de la rigueur scientifique mais de l'aveuglement. Les expériences de Miller-Urey, les acides aminés trouvés dans la météorite de Murchison, les molécules organiques détectées par le télescope James Webb dans des disques protoplanétaires, tout converge vers une conclusion simple: la vie est une propriété universelle de la matière, pas une singularité terrestre. De là découle l'hypothèse de la panspermie, la vie voyage portée par les comètes, les astéroïdes, ou même transmise volontairement. Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, a envisagé qu'une civilisation avancée ait pu disséminer les germes de la vie à travers la galaxie. Dans cette lecture, nous ne serions pas seulement des observateurs du cosmos, mais les héritiers d'un projet plus vaste, fragment d'une continuité biologique qui dépasse la Terre. Je suis adepte de l'hypothèse du zoo galactique.
Elle propose que si les civilisations avancées existent, leur absence apparente ne tient pas d'un hasard mais d'un choix. Elles auraient établi un principe de non-interférence, préférant observer de jeunes civilisations plutôt que de perturber leur développement. Dans ce cadre, notre solitude n'est pas la preuve d'un univers vide, mais l'indice que nous vivons peut-être sous observation dans une sorte de réserve cosmique. Nous ne serions pas les découvreurs mais les découverts, pas les observateurs mais les observés. Je suis également adepte de la théorie des anciens astronautes. Dans presque toutes les traditions du monde, les récits fondateurs parlent de dieux venus du ciel, de maîtres de savoir qui enseignent l'agriculture, l'astronomie, les lois avant de repartir. Je crois que de nombreux récits fondateurs décrivent l'histoire d'êtres de chair et de sang, et non d'entités éthérées et abstraites. Dans les Andes, Garcilaso de la Vega rapporte l'arrivée de Manco Cápac et Mama Ocllo, les enfants du soleil, descendus près du lac Titicaca, qui rassemblent des tribus primitives éparses, imposent des lois, enseignent l'agriculture, l'irrigation, le tissage et fondent la ville de Cusco. Ce motif des maîtres venus du ciel se retrouve sous d'autres noms, Viracocha et ses messagers, Tunupa parcourant l'altiplano, figure de dieux instructeurs, à la fois architectes, médecins, législateurs. En Égypte, Osiris civilise, codifie, parcourt la terre. En Mésopotamie, Béros décrit Oannes sortant de la mer pour enseigner lettres, arts, agriculture et lois, secondé par les Apkalou, 7 sages envoyés avant le déluge. Les listes sumériennes disent que la royauté descend du ciel avant d'être balayée puis réinstaurée. Le livre d'Enoch, écarté du canon biblique, parle des veilleurs qui descendent, enseignent des savoirs techniques comme la métallurgie, l'astronomie, l'herboristerie et enfantent une descendance, provoquant une crise qui appelle le déluge. D'autres traditions conservent l'idée d'hybrides et de héros d'autrefois, écho brouillé d'un contact, partout le même schéma, intrusion, enseignement, réforme des mœurs, puis retrait ou châtiment et la fondation d'un ordre nouveau. Au bout du compte, ce que disent ces textes, si on les lit sans filtre doctrinal, est simple. L'humanité n'a pas grandi seule, elle a reçu à plusieurs reprises des impulsions qui expliquent mieux la soudaineté de l'évolution. Je crois que depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes d'une qualité particulière ont été choisis pour être les dépositaires d'un savoir basé sur les éléments dont nous venons de parler. Ces sociétés secrètes n'ont rien à voir avec les organisations modernes, comme la franc-maçonnerie que l'on connaît aujourd'hui. Elles étaient par définition invisibles, discrètes au point que nous ignorons toute leur existence. Ce savoir n'était pas destiné à tous, mais réservé à des cercles fermés, des rois, des nobles, des artistes de renom, des personnages de haute valeur. Les grandes figures du pouvoir et certaines lignées en étaient les récipiendaires, mais sous serment de silence, parce que ce savoir était perçu comme trop dangereux pour être livré sans préparation. Je crois que ce savoir s'est inscrit jusque dans la pierre, sous forme de codes laissés dans l'architecture des châteaux, des cathédrales et des grands projets royaux. Dans son travail que j'estime primordial, Didier Coillac démontre que les rois de France, et plus tard certains présidents comme François Mitterrand, connaissaient l'existence de civilisations disparues, de l'Atlantide et d'autres mondes oubliés. Ce savoir trop dangereux pour être livré sans préparation a été préservé sous une forme cryptée. Proportions, alignements, symboles, choix d'implantation des monuments, Versailles-Chambord, Fontainebleau, la cour carrée du Louvre, tous ces lieux portent un langage caché, leurs décors, leurs sculptures, leurs galeries recèlent des allusions à des cataclysmes passés, au cycle cosmique, aux dieux civilisateurs et même à des connaissances venues des étoiles. Ce code secret n'était pas destiné au peuple mais aux initiés capables d'en déchiffrer la logique. S'il est si hermétique, c'est parce qu'il devait résister au temps, au changement de régime et à la censure des doctrines officielles. Codé dans la géométrie, dans la pierre et dans des symboles universels, il échappe aux déformations de l'histoire écrite et ne se révèle qu'à ceux qui possèdent les clés de lecture. C'est là que réside sa force, un savoir antique, inaccessible aux profanes, mais transmis intact aux générations d'initiés capables de le reconnaître. Voilà ce que je crois. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois.